Salut tout le monde. J'espère que ça va aujourd'hui. Hadi Riba, une fois par mois, on se reconnecte ici. Un croissant pour une étoile. Et comme d'habitude, j'ai le croissant, c'est normal, et j'ai l'étoile. Mais j'ai envie de vous dire aujourd'hui que c'est avec un grand plaisir et beaucoup d'émotion que je reçois aujourd'hui la première femme sur mon podcast. Célia, comment ça va? Je vais très bien. Ça va, pas trop stressée? Non. Anna, elle est stressée. J'étais un peu stressée tout à l'heure, mais ça va, نحيتو لك stress. Ah, ok, super. Donc, je t'ai un petit peu expliqué, et je réexplique aussi ce que c'est un croissant pour une étoile. C'est de mettre en avant un petit peu les artistes, parce qu'on a plein d'étoiles dans le ciel d'Algérie, et j'ai envie d'explorer ce ciel. Donc, automatiquement, je vous invite, vous, en commentaire, dites-moi. Oloulé, quel artiste vous voulez qu'on voit? Quel artiste vous voulez qu'on explore? Quel artiste, femme ou homme? J'insiste. Donc, avant de commencer les questions que j'ai mis là, j'aimerais te poser la question, qui es-tu, Célia? Je ne me suis pas préparée à cette question. Célia... Elle est difficile quand même. Ouais. Je pense qu'on a une vie pour répondre à cette question. Mais qui est Célia maintenant? Célia est juste aujourd'hui une... C'est que mais beaucoup je suis à micro. Alors. Je suis qu'on a un bon son. Comme ça, c'est bon? Oui, c'est bon. Donc, je dirais que Célia aujourd'hui est juste une femme épanouie, artiste, qui adore prononcer ce terme. Artiste? Dire que je suis artiste. Génial. Et voilà, Célia se transforme en maqam, parce que c'est ce qui me représente aujourd'hui. Et c'est comme ça que tout le monde m'appelle. Et c'est ça, sa valeur. Et ça aussi, sa responsabilité derrière. Parce que quand on porte un nom, il faut le mériter, on va dire. Donc, beaucoup de pression? Sincèrement, je suis bien entourée. Donc, quand j'ai de la pression, j'ai beaucoup de gens qui me rassurent. Ils me rassurent en me disant que l'essentiel, c'est de... Parce que moi, j'ai toujours avancé avec une manière, c'est que je me dis mieux vaut avoir des remords que des regrets dans la vie. Et dans tous les cas, je me dis, je suis en train d'essayer de faire ce que j'aime. Si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, je l'aurais fait. Ça se voit en plus que t'aimes. Et j'ai écouté tout à l'heure ta chanson. On va en parler tout à l'heure. La chanson, depuis tout à l'heure, on s'est appelé. D'ailleurs, dites-moi si vous êtes intéressés, parce que de savoir comment c'est connu, par exemple, comment j'ai pu la contacter, qui fait tahkina, qui fait l'a accepté, oui, je veux savoir comment, et on peut répondre à ce genre de questions parce que je trouve que ça ajoute un petit peu de l'humain dans cette histoire, et je veux que ce podcast soit authentique, autant pour l'artiste comme pour moi. Voilà. Deuxième question avant, c'était laquelle déjà? Pourquoi? Oui, t'as accepté mon invitation. Parce que ça a été déjà, le principe a déjà été bien présenté par une personne qui a fait la même démarche que moi aujourd'hui. Je peux citer son nom. Oui, bien sûr. Cher Cédric, qui est un bon ami à moi et qui me soutient dans toutes mes scènes jusqu'à présent. Et donc, il m'a tellement bien vendu le principe en me disant que c'est génial. Et sachant que j'ai un événement ce soir, j'ai voulu le faire parce que déjà, on en a parlé, j'étais un peu stressée. Je me suis dit, ça va juste ça va être une occasion de combler un peu ce vide où je stresse. C'est pour ça que j'ai accepté l'invitation et le principe m'intéresse et l'idée est super cool. Ouais, super. Merci. Merci Cédric. Wallah, tu m'as sauvé la vie. Il me présente beaucoup de gens et en fait, j'adore cette synergie, cette dynamique de présenter des gens à d'autres personnes. Parce qu'ils laissent leur entourage bien au cocon, etc. Et j'aime... Moi, parce que je suis comme ça aussi. Donc, j'aime partager mes amis, présenter, sortir et tout et tout. Et donc, merci beaucoup Cédric pour cette dynamique. Donc, on peut commencer. Il a habité تبداي. À toi de piocher. أنا خايفين. كيش خايفة. قدرتي تقراي كتبتي une écriture assez spéciale. T'es médecin dans une autre vie? Ah mais non, dis pas ça. Je suis... Non, dis pas ça. عطيني نقرا لك. ولا غير نقرا لك. En fait, je vois pas très bien. C'est pour ça. C'est pas de ma faute, donc. On va dire les deux.
ما نطيحش من العود. Taha, si ton esprit était un pays Oui. ou un paysage, comment le décrirais-tu? La mer. Je pense que je serais un paysage où on voit la mer. Parce que Calme, déchaîné, bleu, turquoise, comme verte. la mer qui peut être qui peut changer de. Je parle de ça parce que je compare ça par rapport à mon humeur. Je suis une personne qui paraît calme, mais qui l'est pas à 100%, qui paraît. En fait, c'est ça. C'est que je me compare beaucoup à la mer. D'accord. Ça veut dire الصباح تكوني déchaîné, la chia t'es calme, par exemple. En fait, on parlait de ça tout à l'heure aussi par rapport aux ondes. Et je suis quelqu'un qui est très touché par ce qui l'entoure. Et hypersensible? Ouais. Diagnostiqué? Non. Non. Mais je me suis moi-même auto-diagnostiqué. C'est bien de te connaître autant. Et en fait, je pense que c'est ce qui me décrit le mieux. La mer. Ouais. Ok. Et parmi les règles que je me suis données à moi-même, il y a une phrase que j'aime beaucoup que Nino a écrit dans une de ses chansons. Je donne cette référence parce que on a tout le temps tendance à donner des références beaucoup plus anciennes et tout, mais j'ai envie de dire que les artistes actuels font des choses bien aussi et des choses qui nous font apprendre un nouveau, on va dire, mindset. Il dit on ne quitte pas le navire quand la vague est trop grande. Et en fait, c'est ça, c'est un peu ce que j'essaye de faire quotidiennement. Il y a des vagues qui sont trop grandes pour moi, mais que j'essaye quand même on va dire, de surfer dessus. D'accord, t'es le bateau ou t'es la mer? Non, je suis la mer. Tu es la mer. Ouais. Il y a des vagues. Je veux dire que le bateau pourrait être représenté par une expérience, par des expériences, par des choses qu'on rencontre quotidiennement. Et les vagues, en fait, c'est soit tu arrives à surfer dessus, soit tu te fais bouffer. Tu t'écroules. En fait. Exactement. Quelle est la dernière vague qui a... Mon expérience professionnelle, je veux dire. D'accord. Grosse déception. Je pense que ça a été la plus intense et la plus longue à surmonter. On parle bien de professionnels en dehors du métier musical, parce qu'à côté, j'ai fait des études, j'ai fait une école de commerce et j'ai fait une spécialisation dans le marketing digital. Et j'ai toujours eu comme envie, avant mes 30 ans, de faire une dernière expérience à l'étranger. Parce que j'en ai fait une quand j'avais 21 ans, j'ai fait 1 an en Espagne. Et je me suis dit, j'ai envie de refaire une expérience comme telle avant mes 30 ans. Et c'est un peu une déception, on va dire, mais c'est quand même, ça a été récompensé par la musique. D'accord. Donc, t'es partie quand même en Espagne vivre 1 an et t'as fait ta... Oui, ça c'était avant d'avoir mon CDI, c'était quand j'étais encore étudiante. D'accord, ok. Je me suis dit, autant que, après avoir fini mes études, j'aurais aimé faire une expérience professionnelle à l'étranger. D'accord. Ce qui n'a pas été fait. Bah, du coup, t'as la musique peut-être. Oui, bah, c'est ça. C'est ça. Je pense que il faut accueillir, se suivre et accueillir ce qui vient. C'est un peu difficile des fois, souvent, se lâcher prise, tu vois. D'ailleurs, moi aussi, je travaille sur ce lâcher prise que je trouve extrêmement dur. Il faut un peu tout contrôler, un peu organiser, un peu. Et là. Il faut lâcher prise. Oh, les gars. C'est aussi le fait que... Je sais pas à quel âge tu es venue en France, mais moi, je suis venue quand même assez jeune. Ce qui fait que je suis sortie d'un monde où je prenais aucune décision à un monde où je prenais toutes les décisions. Et c'était très dur. Je pense que c'était la chose la plus dure quand on vient jeune en France. C'est de sortir de cette zone de confort où tu dis... Mais, autant que femme... J'ai l'impression que malgré tout ça, malgré toute cette responsabilité qu'on a sur nos épaules, on reste quand même des éternels mineurs et des éternelles petites filles, on va dire, dans la famille, tu vois. C'est-à-dire ? Donc, tu as ce côté de responsabilisation. Donc, cette responsabilité que tu portes, si je donne des exemples, payer ton loyer, payer tes impôts, travailler, tu vois, assurer tout ça. Et puis à côté, quand tu dois prendre certaines décisions, tu dois quand même... parce qu'à 17 ans, 18 ans, tu peux pas te considérer comme étant 100% majeur dans une famille algérienne, je pense. Oui, non, pas à 17 ans. T'es venue à 17 ans ? Ouais.
Ah, d'accord, ok. Tu vois. Non, mais c'est normal. Je ne sais pas, est-ce qu'on peut dire qu'on est des éternels mineurs? Parce que déjà, je suis pas d'accord. Féministe. Oui, humaniste. Oui. Surtout, je pense que tout le monde a le droit d'avoir ses droits. Bien tu sûr. vois. Et dire éternel mineur, ça veut dire on n'arrive pas à distinguer ce qui est bien et ce qui est mal, et donc on doit avoir un référent. Par contre, de l'autre côté, si tu me dis on a besoin d'avoir un avis de nos parents, de nos proches, parce que c'est notre socle, je pense que même les hommes font ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc, j'aurais peut-être pas dit éternel mineur, mais peut-être un autre terme. Non, moi, quand je dis éternel mineur, je dis on est considéré comme éternel mineur. Ça veut pas dire qu'on l'est. C'est juste qu'on est considéré vis-à-vis, aux yeux des gens qui nous entourent, par rapport à des gens qui nous entourent dans notre famille. Tu vois, ils acceptent pas trop, surtout quand on est... Moi, je suis la dernière de ma famille. D'accord. Et il y a ce mal d'accepter le fait de se dire, elle a grandi et... D'accord, je comprends bien. Elle peut prendre ses propres décisions. Tu vois. Et c'est hyper drôle parce que en France, je me sens majeure. Quand je vais en Algérie, je me sens, j'ai encore 16 ans. C'est vrai. Et t'aimes bien ou t'aimes pas? J'aime bien quand c'est pour une petite période, je te mens pas. Quand j'y vais comme ça pour une petite semaine, j'aime bien parce que ça me rappelle un peu des petits souvenirs. Ça me rappelle. T'es chouchoutée. Pas forcément, mais c'est le fait d'être accompagnée, tu vois. Si je dois faire un papier, je demande à mon frère qui vient avec moi. Si je dois sortir, il y a ma maman qui me dépose. Tu vois, je me sens encore gamine. Mais on prend soin de toi, en fait. Oui, c'est comme si j'étais encore petite, quoi. Ouais. En fait, je me dis peut-être c'est une chance aussi de pouvoir revivre avec le moment, ce ne serait-ce que pour une petite semaine de se dire... Ouais. Je pense que c'est prendre soin de soi. Ils prennent soin de toi et c'est quelque chose qui manque ici. Il n'y a personne qui prend soin de nous ici. Exactement. D'ailleurs, la chanson... عرفتها اليوم شنو قبل كنت نهضر معكم عرفتها اليوم هضرنا اليوم وجات اليوم وحنكملوا اليوم tu vois. Pas très compliqué. Et j'adore ça, j'aime bien les gens partants. Tu dis ok, on fait ça, tac tac tac, je suis déjà là, tu vois. Ça j'aime bien. Et donc هضرت معاها et le temps de préparer les questions, j'ai mis Célia sur YouTube, sur Insta, pour écouter un peu ses chansons et m'inspirer, de rentrer dans cette bulle, tu vois. Et il y a une chanson, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, Tablis, oui, c'est extrêmement dur ici, pour une fille encore plus, ou Jabli Arbi, vous n'allez pas dire le contraire. La chanson, rappelle-moi le titre, je suis désolée. Manish Prerima. Ah voilà, Manish Prerima, Elma. بديت نبكي j'étais en train de زعما maquiller juillet et tout. Nadia, heureusement je ne mets pas de mascara. Genre il aurait coulé. Et oui, effectivement, c'est une chanson qui m'a beaucoup beaucoup touchée dans mes je dis ça, mais dans mes tripes. Et on m'a traîné un an madame ça. Avec plaisir. Oh, ça serait cool. Donc c'était juste pour boucler la boucle de dire oui. On prend pas soin de nous ici et peut-être le fait qu'on prend soin de nous, on se sent un petit peu fille, mais finalement c'est pas ça, c'est pas fille, c'est juste que c'est de l'amour en fait. Exactement. Tout simplement. Mais en fait c'est connu, les Algériens, on va dire, je parle des Algériens parce que c'est le peuple que je connais le mieux, on a du mal à transmettre nos émotions. Nos émotions. Ah oui, clairement. Et cette chanson est vraiment née de ça parce que tu vois, quand tu te réveilles le matin et que t'as passé une journée un peu fatigante et que tu rentres chez toi et que tes parents t'appellent, moi, pour mon cas, ma maman m'appelle, j'ai pas forcément envie de l'inquiéter avec ma journée parce que elle veut juste avoir de mes nouvelles. Donc, ce que je fais, c'est que j'enjolive un peu les choses en disant « Ouais, c'était très bien, ouais, je travaillais, j'ai mangé, tu vois. » Et puis, cette chanson, elle a été écrite dans le sens où je voulais juste essayer de raconter les choses comme elles sont, en fait, comme je les vis, et sans qu'elle soit inquiète pour moi, tu vois. C'est ta façon de lui dire je t'aime aussi ou oui. Oui. Complètement. Ouais. On ressent beaucoup, beaucoup d'amour. Ça me donne la chair de poule. Ça, vraiment, je sais pas si vous la connaissez, mais checkez sur YouTube. Vraiment, c'est une chanson qui touche beaucoup. Elle est intense, elle est profonde, elle est puissante. Ça m'a
ça m'a un peu chamboulé tout à l'heure et j'espère ما نبكيش ومن بعد كي تهضرني اليوم الا شفتو البكا معليش c'est les émotions. D'ailleurs les artistes que j'ai ramenés la dernière fois ils disent رجال oui on pleure, oui je me dis mais oh célébrons tout ça. Allez يلا قاعد نبكيو اليوم. Voilà, suivante. Allez. Tu veux lire ou je lis? Ah oui, donne. Anna, je vais les lire. Ah, Cassano. Déjà, si tu pouvais dîner avec n'importe quelle personnalité, qui choisirais-tu et pourquoi? Personnalité en vie ou... Celebrity. Je dirais... Les deux d'ailleurs. Wahda en vie. Allez. Wahda... Quelqu'un qui n'est plus en vie, je dirais Idir. Parce que c'est la personne qui m'a le plus inspiré la musique en étant jeune. Et j'aurais tellement... En fait, j'ai eu l'occasion de le rencontrer, pas rencontrer personnellement, mais de le voir en concert. Et c'était son dernier concert. Et c'est hyper inspirant de voir le partage qu'il a avec sa fille. C'est énorme. Et j'ai eu la chance de rencontrer sa fille, qui est aujourd'hui une bonne amie. Et de voir cet amour qu'elle a reçu, même par rapport à la musique, d'avoir quelqu'un qui t'apprend la musique comme ça, mais c'est génial. Je pense que c'est la personne avec laquelle j'aurais aimé. T'aurais aimé aussi que quelqu'un t'apprenne la musique? T'as appris toute seule? Oui. Je sais pas si je l'aurais prise de la même manière, la musique, si je l'avais appris. T'as appris comment? J'ai appris à l'oreille. J'ai une famille qui écoute beaucoup de la musique. J'ai des frères qui ont des âges différents et qui écoutent chacun son style. Et il y avait beaucoup de musique dans la maison, dans le sens où quand on prenait la voiture, quand on sortait, quand on allait en voyage. Et j'étais petite, j'étais la dernière. Donc j'ai un écart assez important avec mes frères. Ce qui fait que j'ai été inculquée, j'ai eu cette musique en étant très jeune. Mais je sais pas si je ne pourrais pas répondre. Je sais pas si j'avais fait partie d'une famille qui était beaucoup plus musique, est-ce que aujourd'hui j'en aurais fait de la même, j'aurais fait les choses de la même manière. Peut-être que j'aurais pas aimé faire de la musique. Parce que quand on regarde un peu les schémas, les films américains et tout, tu vois, le père il est basketteur, l'enfant ne veut pas être basketteur derrière. Et je me dis peut-être que j'aurais pas aimé faire de la musique si j'avais eu accès à cette musique en étant plus jeune. Un apprentissage de la famille. La deuxième personne qui est en vie. أنا نهضروا غير français. ما نهضروش الجزائرية. نهضروا الجزائرية. تحبي تهضري الجزائرية ولا t'es plus à l'aise en français? Je suis plus à l'aise en français parce que j'ai un arabe assez... كيما حبيتي, comme tu le sens. Je peux faire l'effort de... Là, نهضري français. Quand en fait, généralement, on parle français quand on s'explique. Ouais. Et on parle الجزائرية كاين تمسخروا. Je sais pas, en tout cas me concernant, غير نحب نقصر نهضر بالجزائرية, mais quand j'explique un truc hyper sérieux, mais بالجزائرية je sais pas comment faire en fait. راكو فهمتوني صراحة. Donc la deuxième personnalité qui est vivante, avec qui tu dînerais. Et pourquoi? Mais t'as pas mangé ton... Aussi, Naga, à chaque fois que tu réponds à une question, tu manges. Je dois manger. C'est ça. Ok. Je prendrai de bouger. De bouger. Je pense Céline Dion. Ah ouais? Ouais. Parce que depuis que j'étais petite, en fait, Dallas me met Céline Dion, parce que j'ai j'ai un peu le visage long comme elle. Et quand j'étais gamine, j'étais pratiquement sûre qu'un jour je vais la rencontrer. Qui c'est? Qui c'est? Ouais. Et ouais, je pense que... Céline Dion. Elle est là, Célia. Ouais. Ok. Pourquoi? Parce que elle t'a inspirée quand tu étais petite? Oui, parce que aussi son parcours musical qui est juste énorme. Qui est énorme. Ok. De boucher. Allez. قولي est-ce que بنين. À chaque fois je change de l'ASMR. Vas-y. Écoutez ce que ça fait.
Écoutez ce que ça fait quand on mange un croissant pour une étoile. Célia mange le croissant. C'est hyper bizarre. C'est comme tu veux, c'est comme tu le sens, franchement. On a mal à coucher le croissant. Elle a trop. Anna, la dernière fois, j'en ai ramené pour moi, pour l'anecdote. J'en ai ramené pour moi, comme ça, on mange ensemble, tu vois, et c'est plus chaleureux et tout et tout. Mais je me suis dit, à chaque fois que je ramène quelqu'un, je vais manger un croissant. C'est pas bon. Je vais pas m'en sortir. Comme je fais de la corde et tout, je fais du sport, donc maintenant les croissants. Non. Non. Je pioche pour toi. Ou c'est toi qui pioches, moi je lis. C'est pareil. L'homme, le classique. La galanterie. Quel est ton endroit préféré pour te perdre et te ressourcer? Pourquoi cet endroit en particulier? Nice. Ouais, c'est Nice. Pourquoi Nice? Parce qu'elle ressemble beaucoup à ma ville natale. C'est où ta ville natale? Qui a le même matricule. Un 06. Béjaïa? Et Nice ressemble énormément à Béjaïa. Mais bon, dans les paysages. Là, c'est un endroit en France. T'es pas obligé de rester en France, on est d'accord? Oui, moi, mon endroit est en France. Ah, ok. Donc, c'est par choix. Non, c'est mon choix, un 06 mais en France. Ok, donc c'est parce que ça te rappelle Béjaïa. Ça me rappelle Béjaïa et c'est une ville où j'ai la chance d'avoir ma sœur qui habite là-bas. Oh, c'est génial ça. Donc j'y vais assez souvent et j'adore. C'est vrai que c'est beau, prendre ma guitare, j'adore y aller le matin pour prendre mon café au bord de la mer et juste réfléchir. Ou pas réfléchir. Réfléchir dans le sens, en gros, pas forcément me focaliser sur quelque chose en particulier, mais juste se poser des questions qu'on n'a pas le temps de se poser quand on est à Paris. C'est vrai. Je suis bien d'accord. J'aime bien Nice, il fait beau. Par contre, les galets, ça m'a tuée. Et ben j'adore ça parce que à Béjaïa, il y a une plage qui s'appelle Terraramte. Et c'est là-bas que j'ai passé mon enfance, dans toutes mes vacances en étant enfant. Et c'est des galets, et c'est exactement les mêmes paysages. D'accord. Et pourquoi pas donc Béjaïa, quand je te pose la question? Parce que c'est pour m'évader. Et à Béjaïa, c'est assez compliqué d'aller à la plage le matin, à 6h du matin, prendre son café, sa guitare. C'est dommage. Oui. Parce que tout y est. La nature, exactement. Le vent, la mer, exactement. La montagne. Mais c'est vrai que... Nice, c'est beaucoup plus simple. Tu prends le train... C'est dommage, effectivement. La mentalité, ouais, je comprends. Suivante. Allez, je vais t'attaquer. Je m'attends au pire. Ça va? Non, très bien. Ouais, on est tranquille. Oui. Quel est le pire conseil qu'on t'ait donné? Comment as-tu réagi? Arrête la musique. Le pire conseil. C'était ça. C'était un conseil ou un ordre? Parce que la manière dont tu le dis, c'est un ordre. Tu devrais... Ah. Ouais, c'est ça? Non, c'était comment? Ouais, c'est... tu devrais arrêter la musique et faire une carrière professionnelle. Marketing. C'était quoi les arguments? Comme quoi la musique ne fait pas vivre, on vit pas de la musique, que c'est juste une période. Et après aussi, c'est par rapport à suivre un peu les normes. Les normes de la société en général. Parce que, en fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il est compliqué de concevoir qu'on puisse vivre. Quand je dis vivre, c'est... financièrement, on va dire, qu'on puisse vivre grâce à quelque chose qui nous fait plaisir. Oui, on dirait que c'est paradoxal. Exactement. On peut pas faire les deux. En fait, aujourd'hui, quand je dis aux gens, j'ai envie de faire de la musique et mon but, c'est de pouvoir y vivre, et ils me disent, mais c'est génial de pouvoir faire ça.
Parce qu'aujourd'hui, c'est tellement devenu normal de ne pas aimer ce qu'on fait, juste parce qu'on doit le faire et parce qu'on doit vivre. Ça a été banalisé. Exactement. C'est dans les normes. C'est c'est pour ça qu'on dit un travail alimentaire. C'est juste pour bouffer. Exactement. Et bouffer, hein. C'est même pas manger, déguster, tu vas prendre plaisir, même pas. Non, oui, je comprends. Travail alimentaire, je comprends tout à fait ta démarche. Ouais. Et j'ai envie de prouver ça, de prouver le contraire par rapport à cette personne qui m'a donné ce conseil. De prouver que oui, j'ai pas arrêté la musique et ça fonctionne bien. Ouais. Et t'as envie de prouver à la personne ou à toi? Non, de prouver à ces personnes qui croient qu'on peut pas vivre, grâce à l'art. Comment du coup t'as réagi à à ce conseil sur le coup? J'ai beaucoup réfléchi par rapport à ça. Je me suis même posée pour me dire oui, peut-être que c'est vrai, peut-être que j'ai pas envie de finir en fait à 40 ans avec ma guitare sans date, sans concert, inconnu, tu vois. Et alors que j'ai un diplôme, oui, mais pourquoi je fais de la musique? Il vaut mieux, c'est plus sûr en fait d'aller CDI, travailler, puis avoir cette routine et faire de la musique de temps en temps. Mais le problème, c'est quand on a cette vie, on n'a pas le temps de s'évader. Non, on n'a pas le temps. J'avais pas le temps En fait, quand tu bosses, t'as pas le temps d'écrire, t'as pas le temps de répéter, t'as pas le temps de rencontrer des gens, t'as pas le temps d'être au bon moment et au bon endroit. Parce que t'es au boulot tout le temps. Vraiment, t'as pas le temps. T'as même pas le temps d'être créatif. Parce que pour être créatif, il faut se reposer. Et pour nous, le repos maintenant, c'est vu comme quelque chose de pas bien, de négatif, de péjoratif. Quand quelqu'un te voit en train de rien faire, pour lui, t'es pas dans les normes et t'es pas productif. Et nous, on veut quelqu'un de productif. Productif pour qui, j'ai envie de te dire. Exactement. Et moi, je trouve que mon métier, pas musical, dans le marketing, me demande beaucoup déjà d'être créative. Parce que je fais de la création visuelle et je fais... Donc, quand tu passes une journée dans un bureau où t'es créatif toute la journée parce qu'il faut que tu trouves des idées pour vendre plus, t'as pas envie de rentrer chez toi et être créative encore musicalement. Et surtout, j'ai envie de te dire, pour être créatif, faut pas passer sa journée dans le bureau. Exactement. Je suis désolée, mais il faut voir... c'est un petit clin d'œil pour les entreprises de marketing. Ouais. Pour être créatif, il faut laisser la personne s'évader, mais qu'elle travaille, bien sûr, mais utiliser d'autres outils. Enfin, tu mets la personne en face d'un ordi, dans des locaux, même si c'est open space et machin et tout, on n'arrive même plus à s'entendre d'ailleurs. Et enfin, trouver d'autres moyens. Je suis sûre qu'il y a d'autres moyens. Mais pour être créatif... Après, il y a créer sa boîte, ça c'est d'autres alternatives. Mais créer sa boîte, c'est aussi... on se rend pas compte, mais moi je l'ai fait. Et je te mens pas que c'est hyper stressant, dans le sens où, avant, quand je sortais du bureau, tu pouvais fermer ton ordi et te dire, bon, c'est pas la boîte à mon père, donc je vais rentrer et puis c'est fini. Mais t'es payé pour tes heures, quoi. Voilà. Et quand tu dépasses tes heures, bah, tu peux te plaindre. Mais là, quand il s'agit de ta propre boîte, c'est stressant et en fait, moi, j'ai jamais réussi à lâcher tout et laisser que ma boîte. Parce que je me suis dit, qu'est-ce qui va se passer si demain, j'arrive pas à avoir des clients? Et ce stress-là, en fait, il est incroyable. Tu penses pas qu'avec ce stress, tu vois, c'est une énergie que tu peux réutiliser pour l'investir dans ta boîte et laisser, en fait, juste se focaliser sur un truc. Tu penses que se focaliser sur plusieurs ou 2 ou 3 trucs, ça pourrait être productif pour toi? En fait, quand tu fais de la communication en général, là, dans mon cas, quand tu as ta boîte de com, t'es en télétravail parce que t'as pas les moyens de t'offrir des bureaux. Donc, t'es en télétravail, donc je me retrouvais toute la journée, mais devant mon ordi. En fait, au lieu de prendre le métro, d'aller bosser et de rencontrer des gens, faire des rendez-vous, là, je suis chez moi toute la journée devant mon ordi jusqu'à pas d'heure. Et en fait, tu manges, t'es à la maison, donc tout est à côté. Ça te dit de coworker? On travaille ensemble? Ça, c'est entre nous, mais voilà. Ouais, avec plaisir. Ça serait cool parce que moi aussi, je me retrouve seule à travailler, à faire du montage et machin et tout.
ce serait bien d'avoir quelqu'un de créatif en face, Avec tu vois. plaisir. Franchement, entre parenthèses. Voilà. C'est vrai que c'est pas évident, mais je me dis, c'est quand même un truc qu'on kiffe, tu vois. Ouais. Parce que à Nathalie, je suis dans cette période où je kiffe et je fais des choses que j'aime, qui m'inspirent et surtout qui nourrissent mon âme. C'est l'expression que j'utilise à chaque fois. Quelque chose qui nourrit mon âme. Et d'ailleurs, ce podcast nourrit mon âme. Tu vois, discuter avec toi, ça me nourrit. Tu es en train de me donner et je te donne de l'énergie et j'adore ça. Tu vois. Je me dis, ça serait dommage d'aller bosser, et je l'ai fait, hein, des boules alimentaires, on en a fait tous à l'appel, et à chaque fois, c'est cette énergie que tous les gens, enfin, l'entreprise te prend, mais à la fin, c'est vrai que tu n'arrives pas à te focaliser sur quelque chose et aller de l'avant, et là, tu n'es plus aligné, tu n'es plus ancré, tu te poses beaucoup de questions, et en fait, tu tombes dans un mal-être, et tu te dis, mais pourquoi, en fait, j'ai tout pour être heureux, parce que le tout, là, il est... Comment l'expliquer? Je vais essayer de trouver les mots, vraiment, ça me tient à cœur. Le tout, il a été, monsieur, considéré. Ah, je trouve pas le mot. Oh, on va faire du montage, t'inquiète, Nadia. J'arrive pas. Il a été. C'est pas nous qui avions donné sens à ce terme. Le tout, avoir de l'argent, avoir une belle maison. Moi, je pense que chacun a son tout. C'est ça, exactement. Chacun a son tout, et donc il faut juste se suivre. Donc je me suis dit, allez hop, on va faire un podcast, on va faire des vidéos, et je kiffe ça. On règle les problèmes, tu vois, tout ce qui faisait barrière. Il faut vraiment mettre... On peut pas être créatif et on peut pas donner son potentiel, donner son tout, et... si on est dans un environnement hostile. Donc vraiment, il faut mettre tout ça de côté, régler ses problèmes, et après, à la créativité et nourrir son âme. Parce que comment ça fait du bien de se sentir aligné. Il y a des hauts et des bas. Hein. Mais... C'est pas toujours bien, mais... Non, c'est pas toujours bien. Mais je pense que c'est toujours mieux que de suivre le rêve de quelqu'un d'autre. C'est ça que je veux dire. De suivre le rêve de tout le monde. Exactement. Exactement. Tout le monde a un rêve, et chacun, il peut le concrétiser comme il l'entend. Voilà, son jardin. Et tu mets des tulipes, et moi, j'aime pas les tulipes. Je vais mettre des roses. Je suis pas obligée de mettre des tulipes, hein, les gars. Hein, tu vois, j'aime bien les tulipes. Mais c'est ça, un peu imagé, mais pour comprendre un petit peu le sens, tu vois. Suivante. Let's go. Ciao, mademoiselle Zo, je te l'attends. Ah, pardon. Je t'en prie. Si tu pouvais explorer dans l'esprit de quelqu'un, qui choisirais-tu et qu'espères-tu découvrir? C'est hyper drôle. Eh ben écoute, ris. C'est hyper drôle. Quel esprit? Tu veux explorer quel esprit? Je pense l'esprit de ma mère. Ah rentre pas là-dedans. Elle est marrante. Elle est marrante, ta mère? Marrante et lunatique. Ah là là là, bonjour madame. Lunatique. Dans le sens où tu sais jamais quelle réaction elle va avoir. Ah oui, imprévisible. Jamais. Ah oui. Je peux dire quelque chose en croyant qu'elle va être énervée, mais elle va être toute contente. Je peux dire quelque chose en croyant qu'elle va être toute contente, mais elle va péter un câble. Ah ouais, donc tu sais pas, en fait. Jamais. Et t'arrives du coup à garder l'équilibre? Oui, comment tu fais? C'est drôle. T'arrives pas, en fait. C'est ça qui est hyper drôle. C'est le fait de ne pas savoir... En fait, je sais qu'à chaque fin de phrase, je dois garder avec la phrase, c'est une blague. Genre, si je vois qu'elle est vraiment énervée, non, c'est une blague. Ah oui, d'accord. et ça te perturbe pas? Non. Non, parce que je suis comme ça aussi. Ah ouais? Ouais, c'est pour ça que c'est très drôle. Je t'ai lié, mec. Exactement. Et des fois, genre, tout ce dont je me plaignais avant, par rapport à elle, je me disais, oui, elle est pas compréhensive, n'écoute pas, elle est jamais d'accord. Et en fait, avec l'âge, quand je dis l'âge, c'est avec le temps, je me transforme en elle.
Des fois, j'appelle ma sœur parce que j'ai fait quelque chose, je l'appelle, je dis, mais je viens de faire un truc, mais maman sort de ce corps. Et c'est hyper drôle. La tournure que la vie prend, c'est que j'ai l'impression qu'on ressemble tous à nos parents quand on grandit. Oui, ça on se rapproche, plus ou moins, de leur personnalité. Après, c'est normal, on a été élevés par eux. Donc, c'est comme quand tu fais une bonne école, bah, t'as un bon bagage. Et les parents, c'est pareil. Ça dépend de la bonne école. Ouais. Non, mais façon de parler. Ouais, je sais, donc, tes parents, ils t'inculquent des choses toute ta vie, jusqu'à ce que tu sois indépendante. Ils t'inculquent des choses et bah, c'est normal que, même si à un certain moment, tu te crées ton propre espace, mais vient le jour où tu retombes dans cette base. Ouais, mais en fait, le pire dans tout ça, c'est que même si tu t'en aperçois pas, et même si tu détestes ça, et pourtant tu peux ressembler. Exactement. C'est refaire les mêmes schémas. Exactement. C'est pour ça que je le prends en disant c'est drôle. Mais c'est bien d'en être consciente, tu vois. C'est-à-dire, au pire, si t'aimes pas ce truc, ce trait de caractère, qu'il ressemble ou ressemble pas à ta maman d'ailleurs, tu peux déjà l'apercevoir, le remarquer. Et le changer, si besoin, si tu veux ou pas. Mais oui, on ressemble beaucoup. Anna, la dernière fois, ça fait quelques années quand même, mais Anna, à chaque fois, donc, plus Anna Nkibel, plus on dit, ah, Chal, tu payes les mecs, on dirait les mecs. Donc, خلاص, على بالي, on dirait les mecs. La dernière fois, je me suis, كنت نمشي في الكولوار وكانت مرايا نمشي oh حسيت بلي شفت ماما tu vois قلت c'est quoi ce délire. C'est fou. C'est vraiment fou. Anna, j'ai pu m'apercevoir de cette ressemblance. فهمت بلي الغاشي يشوفها, tu vois, parce que souvent, d'ailleurs, nous, on voit pas la ressemblance. Même entre les frères, moi, les gens, ils disent tes frères, ils se ressemblent, et moi, quand je les vois, non. Ouais, exactement. Ouais. Mais je sais Après, pas je pense pourquoi, que c'est l'habitude. C'est comme, c'est comme quand tu prends du poids ou tu perds du poids. Quand une personne perd du poids, quelqu'un que tu vois pas souvent, tu le captes. Tu le captes. Mais quand c'est une personne que tu vois quotidiennement, tu le captes pas. Et il suffit qu'il y ait quelqu'un d'externe qui le voit, il le remarque. D'ailleurs, il y a beaucoup de... J'avais des copines, زدتي سمنتي. Bien sûr, نحيتهم كاع محياتي هذوك les copines. Mais سمحي لي 500 grammes, 1 kilo. Oui, là, 1 kilo, je te jure, 1 kilo. 1 kilo, ils te disent سمنتي شنتي خلاص, occupe-toi de tes affaires, les gars. Mais oui, je comprends tout à fait. Qu'espères-tu découvrir? Je suis sûre que je vais découvrir qu'elle est très contente que je fasse de la musique, mais elle veut pas le dire. مازال ما قالت لك. Elle a découvert récemment que je faisais de la musique. Parce que j'ai jamais officiellement dit ça. D'accord. C'est un peu, je dis pas tabou, mais je préfère garder la normalité. Je travaille, je vis de mes études. Pour la famille ou pas pour les gens, pour la famille, tu veux dire? Pour la famille, pour les gens, pour la normalité, quoi. C'est quoi cette normalité? Dégagez-la, cette normalité. C'est une norme qui existe et c'est comme ça. On essaie d'en sortir. Avec la nouvelle génération, je pense qu'elle s'en sort beaucoup mieux que nous. Mais cette norme, elle existe. On n'arrive pas... D'ailleurs, qu'on en a de se lancer et un peu s'en foutre du regard des autres et on est encore bridé. Avec le potentiel, tu sais que tu peux le faire, machin et tout, mais finalement, il y a les dames l'autre يهدر وبتخالي ومرت خالي. Moi, je sais que ma mère, par exemple, voit mes vidéos sur YouTube, mais je n'ai jamais osé prendre la guitare et chanter devant elle. C'est bizarre, c'est des comportements... Devant ta maman, tu veux dire? Non. Ah oui. Même ma sœur, tu vois, c'est très rare. Non, c'est jusqu'à ma sœur, il y a un de mes frères qui m'a déjà vu sur scène, mais c'était vraiment sur scène. Mais à Kafdar, je vais pas prendre la guitare et jouer, non, c'est pas... D'accord. Je sais pas, c'est... تحجمي. Il y a une certaine pudeur quand même. C'est quoi? واش اللي يخليك تحجمي؟ صوت المرأة. Je rigole. Non, c'est que je me suis jamais identifiée comme ça, comme une personne qui chante.
J'ai toujours fait. En fait, c'est toujours été mon espace à moi. Et aujourd'hui, j'ai la chance de partager cet espace avec des étrangers, donc un public. Mais ma famille, non. Quelle est la différence? Parce que ma famille, c'est... En fait, cet espace, je l'ai eu. J'ai commencé à avoir cet espace où je joue de la musique en faisant partie de cette famille. Donc, c'était quand je voulais m'isoler de la famille que je faisais de la musique. Et aujourd'hui, je trouve que c'est pas normal de... Attends, laisse-moi comprendre. Quand tu veux t'isoler de la famille, c'est quand tu veux pas rester avec la famille, tu fais de la musique? Oui, quand je parle de quand j'étais plus jeune. Quand je vivais encore... quand j'étais encore ado, quand je voulais faire je voulais éviter un peu la famille, je voulais rester toute seule, j'allais faire de la musique. Et aujourd'hui, je trouve ça bizarre de faire de la musique en étant avec la famille. Ah d'accord, donc tu as associé le fait de faire de la musique à être seule et m'isoler pour m'apaiser. Exactement. Et donc t'arrives pas... J'arrive pas à faire avec le truc où je partage ma musique avec ma famille. C'est impossible pour moi. Oui, mais... À part si je suis sur scène. Parce que sur scène, pour moi, c'est autre chose. C'est autre chose. Ouais. C'est un endroit neutre c'est un endroit pour. Exactement. Femtech. Oui, déjà que tu le saches, c'est déjà très bien. Peut-être dissocier ça, je sais pas. Est-ce que ça peut faire... Prochaine étape, inviter ma mère à un concert. Ah ouais, bonjour maman. Ceci est une invitation officielle de la part de Célia. Elle va venir, je suis certaine. Vas-y, dis-lui. Non. Non, tu veux pas. Je lui dirai. Tata, où est ma tata? Saleha, tata Saleha. Il faut une date. Franchement, on va écrire une date. Je dis, tu fais Célia. Je suis sûre que ça va être énorme, ça va être hyper intense, je suis sûre. On va tous pleurer, la semaine dernière. Pleurer fait partie de ma vie. Et donc, ceci est une invitation officielle, comme j'ai dit. Tata Saleha. Saha, c'est pas une blague. C'est génial. Ok, on va faire ça. On va faire ça. On a fini là. Qu'espères-tu découvrir? On a répondu? Oui, qu'elle aime bien que je fasse de la musique. Ah oui, c'est vrai. Oh là là. Heureusement que je suis là. Heureusement. La suivante. C'est la dernière. مازال واحدة. حبيتي تهربي؟ ولا عجبك الحال؟ À quel moment de la journée te sens-tu toi-même? Qu'est-ce qui rend ce moment si spécial? 18h. Quand je finis de travailler? Non. Parce que je sors à 18h de chez moi et j'adore voir les gens dans le métro. Rentrer du taf et moi je suis avec ma guitare. C'est trop bien. C'est trop bien. C'est une fierté? Ouais. Sincèrement, c'est de la sensation. Je vois les gens, ils sont tous pas bien dans les transports. Comme on était. Comme on était, ouais, exactement. Ouais. Cette sensation, je l'aime bien. Oui, c'est super. Donc, quand tu es dans le métro avec des gens pas très contents... Non, quand je sors à 18h, et c'est à ce moment-là que je me sens mauvais parce que je vais à un truc que j'aime, je vais faire mes répètes. Tu fais des répètes tous les jours? Pratiquement. Ah ouais. Ouais. Parce que j'arrive pas à jouer chez moi. Je joue chez moi, j'écris. Ok. Mais après, pour jouer, j'ai besoin de brancher, d'avoir un son un peu plus... Donc, je sors assez souvent pour répéter. D'accord. Qu'est-ce qui rend ce moment si spécial? C'est de savoir qu'on a la chance de ne pas avoir le même rythme que tout le monde, en fait. Ouais. De pouvoir vivre autrement, finalement. C'est possible. Et surtout d'être passé de ce côté-là. Tu vois, c'est pas d'avoir connu ce côté-là et de pouvoir aujourd'hui choisir autre chose. De le voir de l'autre côté de la barrière. Exactement. Ouais, ça doit faire quelque chose. Je comprends le sentiment. Je vais sortir à 18h, moi aussi. Ok, dernière question. Comme tu allais chez Charlotte. Comment fais-tu pour gérer ton stress au quotidien? Hadi, je pense كاع ماذا بكم تعرفوا parce que شكون اللي ماهوش مستريسي. Je sais pas si on le gère en vrai. Moi je laisse passer comme aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui j'ai pas encore la méthode pour gérer mon stress. Okay. Après, ce qui me fait du bien, on va dire, qui me coupe de ce stress, mais qui te fait revenir aussi après,
c'est juste d'échanger. C'est pour ça que je te dis, il attaque le contact dont j'ai besoin quotidiennement. Donc, juste de prendre mon téléphone, de parler un peu avec... de casser avec le stress, en fait, de l'oublier pour l'espace d'un petit moment, quoi. Donc, de parler avec quelqu'un d'autre, avec une amie ou ma sœur. Ouais. Parce que des fois, tu sais, dans le développement personnel et tout, ils disent qu'il faut méditer, il faut laisser le stress, tu vois. C'est vrai que quand tu dis on ne gère pas forcément, il faut juste le ressentir et essayer de le diminuer, qu'il soit pas handicapant. Parce que le stress, c'est bon pour nous. Ça veut dire que tu es en train de faire quelque chose, et tu sors de ta zone de confort. C'est ça. Ouais. Et c'est normal. Donc stress, peur et tout, c'est juste des messagers qui viennent pour dire, voilà, il y a un truc, on ne sait pas comment un petit peu gérer. Mais est-ce que, par exemple, méditer, est-ce que tu as d'autres outils? Je crois pas trop à tout ça. Méditer? Non. T'as essayé? Non, jamais. Bah, comment tu peux pas croire alors? Je sais pas, je suis pas convaincue. Je suis quelqu'un qui est beaucoup dans le mouvement, donc je pourrais pas avoir un déclat de rester comme ça et immobile. Je sais pas pourquoi. 10 minutes, 5 minutes, tu peux pas? Je peux le faire en solo, comme je t'ai dit, si je vais face à la mer, je peux le faire réfléchir. Mais quand je suis stressée, c'est pas ce qui me viendrait en premier en tête. Donc, appeler quelqu'un, ta sœur, un ami. Sortir, ça dépend. Marcher. Voilà. Être dans le mouvement, en fait. Exactement. Ouais, en fait, chacun a sa façon, exactement. En fait. Donc, il n'y a pas de méthode miraculeuse, pas du tout. Donc, voilà, quand vous êtes stressé, trouvez, cherchez, testez. Après, moi, ce que j'aime bien dans mon stress, peut-être c'est pas tout le monde qui est comme ça, mais je fais les choses bien quand je suis stressée. Parce que mon stress, en fait, il me pousse à donner mais vraiment le max de ce que je peux donner. Tu parles du trac, le stress un petit peu avant de monter sur scène? Monter sur scène, mais même dans la vie quotidienne. En fait, j'ai tellement pas envie de me rater. Parce que si je stresse, c'est parce que j'ai peur de me rater. C'est clair. Et j'ai tellement pas envie de me rater que je me donne plus de moyens que prévu pour réussir mon coup. C'est ça. Ou juste être... Et je m'impressionne. Des fois, je fais des trucs où je me dis, mais pourquoi j'ai jamais fait ça? Ou pourquoi j'ai... Et même des fois, j'essaie de refaire la même chose parce que, en étant confiante, parce que je l'ai déjà fait, j'arrive pas. Ouais, je comprends. De toute façon, le stress est là justement pour nous donner à fond. Exactement. Parce qu'il y a des enjeux. On sait qu'il faut pas forcément performer, mais au moins essayer d'être à la hauteur de ce qu'on attend de nous, mais forcément de ce qu'on attend de nous-mêmes, tu vois. Pas forcément les gens ce qui attendent de nous. Et essayer d'équilibrer les deux, de dire voilà, je vais faire un truc que j'aime, je vais impacter au moins une personne, et c'est tout. C'est pas, je vais pas impacter 10 000 personnes qui me regardent, et je vais juste kiffer ce que je fais. Et je pense que c'est dans cette authenticité de dire... Et surtout, il faut, je pense, il faut le verbaliser. Je suis stressée, il faut le dire. Les gens... Moi, je le dis. C'est ça. Moi, je saoule tout le monde avant... Si je prends l'exemple des scènes, je saoule tout le monde avant ma scène. Ah ouais? Je sors, avant que ça commence, je sors dehors pour saluer les gens qui viennent me voir et je leur dis, je suis stressée, je le dis. Et j'ai l'impression qu'en le disant, je m'attends pas forcément à être rassurée. C'est pas ça le but. Mais c'est juste de le dire. L'extérioriser. Exactement. C'est comme si tu leur donnais ton stress, en fait. Allez, hop. Mais après, c'est toujours rassurant aussi d'avoir de bons retours de... C'est clair. Non, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ouais, mais le but, c'est de verbaliser. Mais ils vont te dire quoi? Attends. Ça va mal se passer, le son, il n'y a plus le son. Oui, effectivement, il faut juste le verbaliser. Je pense que avec la vulnérabilité, on n'a pas beaucoup, nous, Algériens. C'est de verbaliser. Tu viens de dire quelque chose, mais que je pense, mais vraiment profondément. Il y a certains trucs, je pense qu'on n'a pas eu. Tu vois, par exemple, si je reviens par rapport à mon expérience professionnelle, quand je suis partie voir le médecin, il me dit ouais, t'es en burn-out. Je me dis mais
ok, écris-le. Mais quand je suis rentrée chez moi, quand je disais ça à mon entourage, je suis en burn-out, ça me faisait rire parce que je me dis, mais je peux pas être en burn-out. C'est pas un truc qui nous ressemble. Je mets tellement fort de caractère et de personnalité qu'on peut pas être tombé sur un. Tu vois, alors tu viens de dire quelque chose qui est très, très intéressant. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ton burn-out. Pas du tout. C'est toi qui viens de parler de ça. T'es à l'aise de parler de ça? Oui. Ouais. Oui, parce que je pense que ma génération, les gens qui sont nés, moi je suis née en 96, et je me dis, moi je me sens comme une génération où on est entre deux chaises. On est une génération qui a grandi sans les réseaux sociaux et qui aujourd'hui font partie d'une vie qui est basée à 100% sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, si tu sais pas utiliser un ordinateur, tu t'es mis à l'écart. Et en fait, on a envie de s'adapter à ça, mais ça, tout en restant inquiet. Parce que moi, j'en ai fait un métier, mais c'est inquiétant quand même quand tu vois le point que ça atteint aujourd'hui. L'intelligence artificielle, les réseaux sociaux, tu vois. Et tout ça fait que je pense que tout le monde aujourd'hui, qui sont un peu dans ma génération, on vit ce burn-out sans s'en rendre compte. Parce que on a Jenna, et en fait on a des attentes, on a envie de réussir. Et ça fait qu'en fait, on est stressé juste à ne pas atteindre avec le but qu'on voulait avoir en venant en France, en faisant des études. Tu vois. Et moi, dans mon entourage, j'ai beaucoup qui sont qui n'aiment plus leur boulot, qui n'aiment plus leur mode de vie, qui n'aiment plus leur quotidien, mais ils le font quand même. Après, moi, je me dis, j'ai cette chance d'avoir la musique, et c'est pas le cas de tout le monde. C'est pas le cas de tout le monde de pouvoir se réveiller un matin et se dire, oui, je lâche mon boulot et j'ai envie de faire autre chose. Tu vois, parce qu'ils se retrouvent sous des responsabilités. Et c'est très dommage parce que je pense qu'aujourd'hui, cette question de burn-out n'est pas vraiment suivie. Parce qu'elle n'est pas prise en considération comme elle doit l'être. C'est beaucoup pris pour une personne feignante qui... Tu l'as ressenti, ça? Oui. Parce que quand tu bosses pas et que tu restes chez toi et que tu passes ta journée chez toi, la semaine chez toi, et que tes amis qui t'appellent pour avoir de tes nouvelles, ils te demandent ce que tu fais, je dis non, mais je suis à la maison. Ils se disent, il y a ceux qui disent, ouais, c'est trop bien de rester à la maison, la belle vie, mettre de mèche. Ils banalisent. Ouais. Et en fait, c'est triste parce que je pense que c'est aussi le fait qu'on n'ait pas grandi avec ça. Et c'est difficile d'expliquer quelque chose avec laquelle on n'a pas grandi. Comment tu as su que tu étais en burn-out réellement? Quels sont les symptômes? Comment on peut savoir? C'est de penser vraiment au travail tout le temps. Tout le temps. Penser au travail? Tout le temps. Mais même, genre, quand tu vas dormir, tu penses à ça. Quand tu te réveilles, tu penses à ça. Okay. Je crois que des fois, je ratais même des stations de métro. Genre, je suis dans le métro et je vais au boulot, mais je rate ma station, en fait. Parce que je suis en train de penser à ce qui m'attend, juste quand je vais arriver. Beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété? Beaucoup de stress, beaucoup de travail. beaucoup d'anxiété, effectivement, mais pas que. C'était aussi un harcèlement que j'ai subi en interne. Ouais. C'était un harcèlement moral et en fait, c'est juste se retrouver avec des gens incompétents. C'est tout. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que il y a beaucoup d'entreprises qui comprennent pas que manager, c'est une compétence. C'est avoir cette compétence. Être formé pour manager. En fait, c'est pas une promotion. On ne devient pas manager parce qu'on a une ancienneté, on a de l'ancienneté dans une entreprise et on te dit, voilà, aujourd'hui, tu as 10 ans d'ancienneté, tu deviens manager. Non. En fait, on devient manager parce qu'on a cette qualité de savoir manager. Au pire, tu fais une formation en interne ou quelque chose, tu vois. Oui. Et d'ailleurs, l'empathie en fait partie de cette compétence. Mais il n'y en a pas, des managers empathiques. Donc, c'est ça. Donc, être extrêmement concentré, focus sur son boulot, ne pas penser à autre chose, être anxieux quand on va au boulot avec la boule au ventre, des trucs comme ça ou... Ouais, je te mens pas, j'avais pas avec la boule au ventre et tout, parce que je m'entendais quand même avec 2-3 collègues et j'en parlais, tu vois. Ouais. Mais c'est vraiment de se sentir pas considéré.
En fait, Pas valorisé. tu fais le taf, tu sais à quel point tu le fais de manière sérieuse, mais derrière, tellement la personne n'a pas envie de reconnaître que ton taf a été correct, qu'elle te le banalise et fait semblant de l'améliorer, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est ce que j'ai vécu pendant un an. Ah ouais, c'est... Voilà. Donc, toi, t'es parti, t'as arrêté. Effectivement. C'est ça, t'as arrêté. La personne, elle n'est pas partie, elle est restée? En fait, j'ai lancé une lettre d'harcèlement. Ah oui, d'accord. Oui, harcèlement moral. Harcèlement moral avec un avocat. Ah oui, d'accord, Oui, t'as fait les choses bien. Ah non, j'ai fait les choses très bien. Ah, c'est très bien ça. J'ai fait un dossier... avec des textos. avec des captures d'écran, un dossier de 50 pages, bien écrit et bien rédigé par mon avocate, que je remercie énormément. Ah oui, d'accord. Ouais. Ah oui. Et finalement... Parce que le pire, c'est que j'ai repris le boulot. Après tout ça. Après le dossier. Ah oui, et la personne était là? Non. Ah d'accord, la personne n'était plus là. La personne, elle a été mise en télétravail pour la semaine. Donc j'ai repris le boulot et c'était horrible parce que, en fait, le 1 an d'arrêt avec tout ce qui a été... parce que j'ai écrit et j'ai expliqué ce que j'avais vécu, a été complètement banalisé. On a insinué que je voulais profiter du système. Oui, bien sûr, quand ça les arrange, tu profites. Ouais. Exactement. Et finalement, après, t'as parlé avec elle, t'as été en confrontation? Non, après, quand tu lances une... Moi, je pousse vraiment les gens qui sont harcelés, en fait, c'est pas normal qu'on nous parle mal, ou c'est pas normal qu'on soit stressé au boulot, parce que, en fait, avoir un manager, le terme est très grand et veut tout dire. En fait, avoir un manager, c'est pas travailler pour lui, c'est travailler avec lui. Et c'est ça que, dans les entreprises, on comprend pas. Que beaucoup de gens, en fait, c'est pas ton patron. Un manager n'est pas censé te donner des tâches qu'il a pas envie de faire. Tu vois ce que je veux dire? C'est de déléguer, genre eux ils délèguent, genre moi je fais pas ça, bah fais-le. Et quand tu délègues, savoir déléguer aussi, c'est un art. Parce que moi, par exemple, je sais que je ne pourrai jamais être manager parce que je ne sais pas déléguer. Moi, quand je demande à quelqu'un de faire quelque chose, ne serait-ce la vaisselle, laisse-moi non, tu vois. D'accord, ok. Donc c'est très compliqué d'avoir cette fibre. Mais je pense que il faut que les gens soient conscients du fait que c'est aussi bien de se sentir bien mais je pense que il faut se sentir bien, parce que tu passes plus de temps là-bas que chez toi. Exactement. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est normal d'être stressé, d'être sous pression, ne pas avoir de vie perso. C'est ça. J'en connais aussi des gens constamment contactés, constamment, tu vois. En fait, tu vois pas le bout du tunnel. Il y a toujours du boulot à faire, et t'arrives pas à faire autre chose. Il y a toujours quelque chose. Sauf que on n'attend pas que les tâches soient finies. On attend que l'horaire soit fini, et on a fini. Exactement. C'est pas la tâche, elle est de midi à 18h, j'ai pas fini, non, je reste jusqu'à 21h. Non, je suis désolée, on a fini. Demain, avec un cerveau plus serein et un cerveau plus concentré, plus reposé, et là, on fait du meilleur boulot. Le but, c'est pas de travailler 6h, 8h. Le but d'être deep work. Do you know what does it mean? J'en reviens dans l'anglais. Non, deep work, c'est-à-dire on se concentre sur notre tâche, on la fait bien 1 heure, 2 heures et hop. Exact. Non, et en fait, faut faire semblant. C'est ce plaisir qu'on aime quand on crée sa boîte. Je pense que c'est ce plaisir que tu vois de quoi je parle. C'est de pouvoir, même si tu travailles jusqu'à 22 heures, mais tu le fais d'une manière tellement plaisante parce que, tu vois ce que je veux dire? C'est kiffant. En fait, c'est pas du tout la même sensation. Je me dis, si les entreprises avaient compris ça, ils veulent pas, hein. Les gens travailleraient beaucoup plus et avec une qualité encore meilleure. Meilleure, ouais, c'est vrai. Tu manges ou tu manges pas? Maintenant, je vais le manger, de toute façon, on est déjà un. Si je le mange, j'aurai du mal à chanter après. C'est vrai? Ouais, parce que j'aurai la salive. Ouais, c'est vrai. Je sais. Quand on mange, on a beaucoup de salive. Bah, il faut boire, ça va. Donc, boire. Donc, oui, on a fini les questions. Comment te sens-tu après toutes ces questions? C'était super sympa. T'aimes bien? Très agréable. Super.
Je suis ravie. نسيت le micro, نسيت les caméras, Voilà, c'était le but, de discuter, de chiller, de te connaître finalement. Maintenant, on se connaît, classe. Oui. Enfin, je te connais plus. Ouais. La prochaine fois, tu me fais un podcast. Match retour. Exactement. On fait ça. Merci de nous avoir suivis. Écrivez-moi encore en commentaire. Est-ce que vous avez aimé? Est-ce que vous avez aimé? C'est sûr, vous avez aimé. La question, pas le choix. قولوا لي برك la prochaine fois شكون نجيبو وقولوا لي بالك إلا حبيتوا d'autres questions. قولوا لي واش نقول لهم واش هما les questions. قلت لكم أنا vous avez vu le ciel de l'Algérie avec plein d'étoiles. On va explorer toutes l'étoile. Oh là là, نعاودوها هذه. On va explorer toutes les étoiles du ciel algérien. Donc on va finir sur une chanson en espérant ما نبكيش. Non. وما تبكيش. On va être bonne humeur. En espérant كاع نبكيو. Ça va دوكا كاع نبكيو. يلا. بخير يا يما قعدي حدايا نحكي لك الدنيا تبان لي صعيبة قلبي عنده ما يشكي لك خليني نحكي لك نحكي حكايتي الصايبة تخفي عليا وندعي لك وتكوني في حياتي دايما مانيش بخير يا يما قعدي حدايا نحكي لك الدنيا تبان لي صعيبة قلبي عنده ما يشكي لك الناس دارت لي بطهر قالوا عليا نفهم بالمعنى ما لقيت لي من نحكي لي من نهضر الصمت ولا لي لهجة همي فرح همي خسر بالوقت شحال غابوا من الميدان ما لقيت إلا نطلب ربي بالصبر عالناس والوجوه الغايبة مانيش بخير يا يما قعدي حدايا نحكي لك الدنيا تبان لي صعيبة قلبي عنده ما يشكي لك تخفي عليا وندعي لك وتكوني في حياتي دايما تخفي عليا وندعي لك وتكوني في حياتي دايما راني بخير يا يما. Ça va? C'est pour ces moments-là que ce podcast existe. Merci Célia. Je t'en prie, merci pour l'invitation. C'était un réel plaisir. À bientôt. Elle est très bien. Elle me touche beaucoup. Bah, tant mieux. Ça a été écrit en plein burn-out. Ça se sent quand même. C'est pour ça que je disais mais je ferais Emma, parce que j'étais en burn-out, mais quand j'allais voir ma mère, il fallait faire semblant que tout allait bien. Tu vois?